Voilà, donc c'est un défi. L'idée, c'est on a vu qu'on pouvait agir en tant qu'audioprothésiste sur des paramètres psychoacoustiques. On a vu la sonie, la tonie, le temps. On a vu qu'il y avait d'autres éléments qui sont extra-auditifs, notamment avec l'attention. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a encore d'autres éléments qui peuvent intervenir et qui sont d'ordre fonctionnel et beaucoup plus centraux. Alors, l'implant cochléaire peut paraître une panacée. J'avais assisté il y a quelques années à une conférence d'un grand professeur américain qui avait commencé sa conférence en faisant l'implant cochléaire, happy, happy, happy. On est tous contents. C'est vraiment très, 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 très bien. Simplement pour pouvoir mieux derrière expliquer que si l'implant cochléaire a effectivement modifié le pronostic médical et social de l'enfant sourd, que c'est une amélioration indéniable dans la réhabilitation auditive, il reste quand même que c'est un traitement qui est essentiellement palliatif, qui n'est absolument pas curatif, et on a des cas où le résultat demeure assez limité, et malheureusement, dans PubMed, vous savez, cette base de données qui recense toutes les études scientifiques, eh bien, il y a très 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 peu d'articles documentés qui essayent d'expliquer les limites que l'on peut rencontrer avec un implant cochléaire. Or, en science, c'est des limites, c'est de ce qui n'est pas prévu par le modèle que l'on apprend et qu'on peut améliorer une technique. Alors, que signifie un résultat limité finalement? Qu'est-ce que ça veut dire quand votre patient vous dit « ça marche pas » Alors, on l'a tous en prothèse auditive, on est habitué à voir ce genre de choses, où les gens nous disent « ça marche pas ». Alors, évidemment, on est obligé de creuser, d'essayer de comprendre, et puis on a déjà éliminé tous les éléments d'audibilité qu'on a pu voir hier, et puis il peut y avoir d'autres éléments qui interviennent. Alors, j'ai pris pour l'illustrer un exemple qui est un cas clinique d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a eu une perte d'audition qui est progressive, entre 30 et 50 ans, avec une perte d'audition qui est sévère à droite, et avec son appareil auditif, il n'a absolument aucune intelligibilité, et il a une perte moyenne à gauche de 60 décibels à peu près, et avec appareil auditif, il n'a que 50% d'intelligibilité sur une liste de mots monosyllabiques. Ça a une répercussion énorme sur sa vie, il a perdu son emploi, il s'isole, et il a énormément d'efforts à fournir pour pouvoir communiquer. Il vient de l'ouest de la France pour un avis sur l'implantation cochléaire dans une équipe parisienne. L'évaluation est faite, donc si on fait l'histoire de la maladie, c'est une perte progressive, il n'y a pas d'étiologie particulière retrouvée, et il entre dans le cadre de l'indication de l'implant cochléaire, puisqu'il a moins de 50% d'intelligibilité de la parole, et comme on l'a vu ce matin, c'est un critère suffisant pour donner une indication d'implant cochléaire. Les investigations complémentaires ont été faites. En IRM, on ne retrouve rien de particulier. Les PEA sont tout à fait cohérents avec la perte d'audition que l'on remarque à 2000 Hz. Alors, c'est plutôt un bon pronostic a priori, mais pas de chance. Très rapidement après l'implantation, le patient décrit qu'il n'a pas un bénéfice très grand avec son implant cochléaire et qu'il n'entend pas particulièrement bien. Et il décrit même, le comble, un résultat meilleur avec son aide auditive sur le côté contralatéral qui n'a pas été implanté, et donc avec la situation antérieure. Donc les investigations commencent à être menées, on se pose la question de savoir si les électrodes sont bien en place, elles sont bien dans la cochlée, donc il y a un scan qui est fait, il y a des tests d'intégrité qui sont faits par le fabricant, donc qui expliquent que son matériel fonctionne tout à fait très bien, donc vraiment on a une cochlée artificielle qui fonctionne parfaitement bien, pas de difficulté particulière au moment de l'opération, donc un geste chirurgical parfaitement maîtrisé, mais le patient, lui, il dit qu'il n'entend pas. Il présente un problème psychiatrique, il est dément, il a d'autres problèmes à la clé, etc. Alors, il se trouve qu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avec l'équipe du professeur Sterkers, nous avons développé une méthode d'évaluation de l'efficacité de l'implant cochléaire, donc sur des analyses de groupe, en utilisant la tomographie émission de positons, ce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous expliquer. Donc vous savez, on contraste deux conditions d'écoute, et notamment dans notre cas, la voix versus la non-voix, et on sait qu'il y a un résultat d'autant meilleur avec l'implant cochléaire qu'il y a des activations qui sont dans des zones bitemporales le long du sillon temporal supérieur, et plus ces activations sont importantes, plus on s'attend à un résultat bon avec l'implant cochléaire. Paradigme que l'on développe aujourd'hui chez l'enfant à l'hôpital Necker. Et en utilisant ce type de paradigme, on s'aperçoit que des personnes qui entendent bien, qui ont une stimulation bilatérale, ont des activations
de façon bilatérale dans les hémisphères cérébraux, et quelqu'un qui entend bien, qui est stimulé du côté gauche, présente des activations essentiellement à droite. Normalement, avec quelqu'un qui a un implant et une prothèse, eh bien, quand il y a l'implant tout seul qui est du côté gauche, on a des activations droites avec un pattern qui est exactement comparable à celui qui entend bien. Et quand on met une prothèse contralatérale, on retrouve un pattern d'activation également à gauche que l'on n'avait pas quand il y avait simplement l'implant cochléaire. Chez notre patient, l'idée, ça a été de se dire qu'est-ce qui se passe dans le cas du patient que je vous ai décrit. Donc on lui a appliqué exactement le même protocole. Et on s'aperçoit que quand il a son implant cochléaire et qu'on compare par rapport à la prothèse auditive, dans la condition prothèse auditive, on n'a pas d'activation dans des zones temporales, donc c'est effectivement pas d'un bon pronostic, ou plutôt d'une efficacité limitée. D'autant plus que quand on fait le contraste inverse, on s'aperçoit qu'avec la prothèse auditive, il a clairement des activations supplémentaires dans ces régions bitemporales par rapport à l'écoute avec son implant cochléaire contralatéral. Donc clairement, il n'est pas dément, il n'est pas fou, ce qu'il explique est une réalité. Oui, il entend mieux, manifestement, avec son aide auditive qu'avec son implant cochléaire. Il y a une réalité à cela, bien que la chirurgie ait été parfaite et que l'implant soit d'une technologie parfaite. L'imagerie fonctionnelle en tomographie et émission de positons nous permet de rassembler, il y a plusieurs acquisitions qui sont faites, on peut rassembler toutes les images. Et finalement, ça nous permet d'avoir une image pseudo-anatomique où, chez un sujet de référence, vous voyez, on peut avoir une image qui est comme ceci. Quand on regarde ce monsieur, on s'aperçoit très clairement qu'il y a des dilatations ventriculaires manifestes très importantes et qui témoignent d'un dysfonctionnement cérébral évident et central. Et en fait, quand on creuse un petit peu l'histoire de la maladie, on s'aperçoit que ce patient a eu un accident de voiture il y a 30 ans, avec un trauma crânien, qu'il a une hémosidérose, et cette hémosidérose, ce dépôt de ferritine sur le système nerveux central, induit des dysfonctionnements de ce système nerveux central qui peuvent expliquer très largement le dysfonctionnement et le résultat limité que l'on a pu rencontrer. Donc avant un plan cochléaire, évidemment, l'idée c'est d'essayer de rechercher les étiologies. Alors c'est encore plus vrai chez le nouveau-né. On a eu la chance d'avoir Sandrine Marlin ce matin qui pourrait vous expliquer que c'est très important de catégoriser les différentes pertes d'audition. Parce qu'un Usher1, ce n'est pas une pêche vaquine et ce n'est pas un autre type de surdité. Donc chaque surdité a ses spécificités, avec des répercussions centrales, puisque depuis 2 ans, on sait pertinemment que des protéines qui s'expriment au niveau de l'oreille interne ont aussi une expression centrale, et que cette expression centrale des protéines est responsable de la migration des neurones dans la maturation du cortex qui permettent de décoder le son. Et par conséquent, c'est un élément capital de rechercher les étiologies, parce que s'il y a un facteur génétique de ce type, on sait qu'au niveau central, le fonctionnement n'est pas celui d'un entendant, et il ne faut pas s'attendre à restituer la perception d'un entendant, puisque clairement le système de toute façon est différent. Donc ces prédictions pourraient être données à partir du dossier médical en fouillant bien les éléments médicaux, et notamment en faisant une imagerie poussée du système nerveux central avant l'implantation cochléaire, ce qui est devenu effectivement une recommandation de la SFORL il y a quelques années. Et donc le message pertinent que je reprendrai à Barack Obama, excuse-moi Philippe de mettre quelque chose en anglais, l'élément était de dire, c'est pas parce qu'on a le meilleur des marteaux que tous les problèmes sont des clous. Voilà. Donc on a des implants cochléaires, c'est extraordinaire, mais on a en face de nous des éléments qui peuvent expliquer qu'il puisse y avoir un résultat limité, et ce qui est intéressant, c'est essayer de comprendre pourquoi le résultat peut être limité, parce que c'est de ces résultats limités qu'on peut apprendre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Arnaud.